C'était un après-midi étouffant d'août 1967, et le soleil de Louisiane pesait sur tout comme une main chaude et impitoyable. Johnny Hallyday conduisait seul sur une route secondaire entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans, au volant d'une Cadillac de ville de location, couleur crème, avec la climatisation en panne et les vitres baissées sur une chaleur qui n'apportait aucun soulagement. Il avait 24 ans, il était l'homme le plus célèbre de France, peut-être de toute l'Europe, et à ce moment-là il ne ressemblait à aucune star, juste un jeune homme aux cheveux ébouriffés par le vent, aux lunettes de soleil poussiéreuses, et avec une faim honnête qui gargouillait dans son estomac. Il venait de terminer une série de concerts à la Nouvelle-Orléans, des concerts qui avaient laissé le public américain surpris et curieux de ce Français, qui chantait le rock comme s'il était né à Memphis. Mais maintenant la route était vide, les projecteurs éteints, et Johnny n'était plus qu'un homme affamé dans un état qu'il apprenait encore à déchiffrer. C'est alors qu'il vit le restaurant. C'était une construction simple en bois peint d'un vert mousse délavé, reculé de quelques mètres de la route, avec un arbre immense devant qui projetait de l'ombre sur la véranda. Une pancarte en bois accrochée à la porte disait, en lettres noires peintes à la main, « Réservé aux Noirs ». Johnny n'avait pas besoin de parler anglais couramment pour comprendre. Il arrêta la voiture lentement, laissa le moteur s'éteindre et resta un long moment à regarder la pancarte. En France, il avait grandi en écoutant du jazz, du rhythm and blues, du rock né des mains et des voix d'hommes et de femmes noirs américains. Ray Charles, Little Richard, Chuck Berry, c'étaient tous ces artistes qui avaient façonné sa voix, sa posture, sa manière de tenir un micro. Il y avait quelque chose de profondément étrange, presque douloureux, à se trouver sur la terre où cette musique était née, et à voir une pancarte qui séparait les gens selon la couleur de leur peau. Il descendit de la voiture. Le restaurant s'appelait Chez Beaumont. Par la fenêtre, il pouvait voir l'intérieur. Des tables simples recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs, un ventilateur de plafond tournant paresseusement, et une quinzaine de personnes, toutes noires, qui buvaient, mangeaient et conversèrent dans une cadence détendue que la chaleur du dehors ne semblait pas atteindre à l'intérieur. L'odeur qui s'échappait par la fenêtre ouverte était extraordinaire, quelque chose avec des épices, du beurre et du thym long. Johnny poussa la porte. La sonnette au-dessus de l'entrée tinta, et le son coupa la conversation comme un couteau. 15 paires d'yeux se tournèrent vers lui d'un seul coup. Le silence qui suivit fut de ceux qui ont du poids, de la température et de la texture. Johnny resta immobile sur le seuil, sans retirer ses lunettes de soleil, regardant l'intérieur avec une expression qui n'était ni de défi ni de naïveté. C'était simplement l'expression de quelqu'un qui avait faim et qui avait trouvé un endroit où manger. Derrière le comptoir, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris attachés en chignon, haut et portant un tablier brodé de fleurs jaunes, arrêta de remuer une énorme marmite et le fixa avec des yeux qui avaient vu beaucoup de choses dans la vie, des choses bonnes et des choses qu'on n'oublie pas facilement. Elle s'appelait Céleste Beaumont. Son père avait ouvert le restaurant en 1941, à l'apogée d'une époque où un homme noir en Louisiane devait calculer avec soin chaque pas qu'il faisait en public. Chez Beaumont était né comme un refuge, un endroit où sa communauté pouvait s'asseoir, manger, rire et respirer sans le poids constant de regards hostiles ou de règles humiliantes. La pancarte sur la porte n'était pas un acte de haine, c'était un acte de survie, conservé pendant des décennies comme une cicatrice qui protégeait encore. « Monsieur », dit Céleste, d'une voix ferme mais sans brutalité. Elle avait étudié le français à l'école, des décennies plus tôt, et les mots lui étaient revenus par instinct en voyant le jeune homme aux lunettes de soleil et à la veste en cuir trop fine pour la chaleur. « Vous avez vu le panneau dehors, ce restaurant n'est pas pour vous. » Johnny retira ses lunettes lentement. Il y avait quelque chose dans le geste, lent, sans hâte, sans agressivité, qui fit que la salle prêta attention d'une manière différente. Ses yeux bleus parcoururent le restaurant avec une curiosité sincère, sans arrogance, avant de revenir sur Céleste. « Je sais, » répondit-il simplement. « J'ai lu le panneau, et pourtant, je suis entré, pas pour provoquer, juste parce que l'odeur de votre cuisine m'a arrêté net au bord de la route et que je n'ai pas mangé depuis ce matin. » Un homme à une table près de la fenêtre, jeune, en salopette bleue de mécanicien et les mains encore marquées de graisse, laissa échapper un son entre le rire et l'étonnement. Un autre client, plus âgé, avec un chapeau de paille sur le genou, observait simplement les yeux mi-clos, comme quelqu'un qui évalue le poids d'une situation sans hâte de conclure quoi que ce soit. Céleste ne bougea pas du comptoir. « Votre faim n'est pas notre problème, monsieur. Ce lieu existe pour protéger les miens. Quand vous repartirez dans votre voiture, vous n'aurez aucun problème. » Eux, si. Johnny hocha lentement la tête, comme si la réponse était juste et qu'il le savait. Il n'argumenta pas. Il ne haussa pas la voix. Il resta silencieux quelques secondes, regardant le sol en planche,
puis fit quelque chose que personne n'attendait. Il tira une chaise de la table la plus proche de la porte, la plus discrète, la plus éloignée des autres clients, et s'assit. Pas avec arrogance, avec le calme de quelqu'un qui ne demande pas la permission, mais qui ne prend pas non plus ce qui ne lui appartient pas. « Je ne veux pas déranger, » dit-il, en croisant les mains sur la table. « Je veux juste vous parler, si vous m'accordez 2 minutes. Après, si vous me demandez de partir, je partirai sans un mot. » Céleste le regarda longuement. Il y avait quelque chose chez ce jeune homme qui la déconcertait. Ce n'était pas la célébrité, car elle ne savait pas qui il était. Elle n'écoutait pas les radios françaises et ne suivait pas la presse européenne. C'était autre chose, une absence de condescendance qu'elle n'avait pas l'habitude de voir sur des visages blancs qui franchissaient son seuil. « 2 minutes, dit-elle finalement, d'une voix qui indiquait clairement que le chronomètre avait déjà commencé. Johnny ne perdit pas de temps. « Je suis musicien, français. Je suis ici parce que j'ai passé ma vie à chanter une musique qui vient de gens comme vous, du blues, du gospel, du rhythm and blues. Des hommes et des femmes qui ont créé quelque chose d'extraordinaire dans des conditions que je ne peux même pas imaginer. » Il marqua une pause. « Et je viens de passer une semaine à la Nouvelle-Orléans, à chanter cette musique devant des milliers de personnes. Mais je n'ai jamais mangé à la table de ceux à qui j'ai tout volé. » Le silence qui suivit était d'une autre nature. L'homme en salopette avait arrêté de manger. Le vieil homme au chapeau de paille s'était redressé sur sa chaise. « Voler !» répéta Céleste, en savourant le mot avec un sourcil levé. « C'est un grand mot. C'est le bon mot, » répondit Johnny, sans détourner le regard. « La musique que je chante appartient à une histoire que je n'ai pas vécue. Je peux l'interpréter, je peux la ressentir, mais elle n'est pas née de ma douleur. Elle est née de la vôtre, de celle de votre peuple. Je le sais. Et je pense que beaucoup de gens comme moi font semblant de ne pas le savoir. » Céleste secoua lentement la tête, non en signe de désaccord, mais comme quelqu'un qui assimile quelque chose d'inattendu. Elle s'éloigna du comptoir et marcha jusqu'à la table où Johnny était assis. Elle tira la chaise d'en face et s'assit devant lui, en croisant les bras sur son tablier brodé. « Mon père, » commença-t-elle, d'une voix qui avait baissé d'un ton, aimait Billie Holiday. Il l'écoutait tous les soirs à la radio. Il disait que sa voix avait la couleur du bois brûlé. Elle regarda ses mains. Quand il a ouvert ce restaurant, il voulait juste un endroit où sa famille et ses amis pouvaient manger sans avoir peur. Ce n'est pas une question de haine, c'est une question de survie. « Je comprends, » dit Johnny, « ou du moins j'essaie. Ce que je ne comprends pas vraiment, je ne peux pas le comprendre, parce que je n'ai pas vécu ici. Mais je peux vous écouter, si vous voulez bien parler. » Et Céleste parla. Elle parla de son père, des nuits où des clients blancs étaient arrivés ivres pour causer des problèmes dans les années 1940 et 1950. De la fois où l'un de ses fils avait été arrêté par la police à 3 pâtés de maison du restaurant, simplement pour exister dans la rue, au mauvais moment. Elle parla avec la précision sèche de quelqu'un qui ne cherche pas la compassion, mais dit simplement la vérité à voix haute. Johnny l'écouta. Il l'écouta vraiment, pas avec l'expression polie de celui qui attend son tour de parler, mais avec cette attention qui se manifeste dans tout le corps, dans les épaules légèrement penchées en avant, dans le silence qui ne demande pas à être comblé. Quand elle eut terminé, il dit simplement « Merci de m'avoir dit tout ça ». Ce fut l'homme le plus âgé, celui au chapeau de paille, qui parla ensuite, depuis sa table, sans se lever. « Vous savez qui vous êtes, jeune homme, quand vous n'êtes pas sur scène ?» Johnny se tourna vers lui. « Quelqu'un qui apprend », répondit-il. Le vieil homme hocha une fois la tête, lentement, comme si c'était la seule réponse acceptable. Céleste regarda Johnny encore un instant. Puis, sans rien annoncer, elle se leva, retourna derrière le comptoir, prit une assiette creuse et commença à servir. Elle apporta à table un bol de gombo fumant, du pain de maïs encore chaud et un verre de thé glacé au citron. Elle posa le tout devant Johnny avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui fait cela depuis 30 ans. « Vous ne repartirez pas en disant que vous avez eu faim chez Beaumont, » dit-elle. De retour au comptoir. La salle respira autrement. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de discours. Le ventilateur continua de tourner. Quelqu'un au fond recommença une conversation à voix basse. L'homme en salopette demanda encore du café. L'après-midi continua, presque identique à elle-même, sauf qu'elle ne l'était pas. Johnny mangea lentement, savourant chaque cuillerée avec une attention que Céleste remarqua depuis le comptoir. Avant de terminer, il appela l'un des jeunes clients, un garçon d'environ 18 ans qui le regardait depuis le début avec une curiosité mal dissimulée, et lui demanda en anglais approximatif s'il savait où se trouvait un magasin de disques dans la ville la plus proche. Le garçon répondit que oui. Johnny lui demanda d'attendre. Quand il partit,
1 heure plus tard, Johnny laissa sur la table, à côté de l'argent pour l'addition et d'un généreux pourboire, une serviette pliée en 4. Céleste l'ouvrit après que la voiture couleur crème eut disparu dans la poussière de la route. Il n'y avait qu'une seule ligne écrite en français, dans une écriture rapide et penchée. « La prochaine fois que je chante ici, je chanterai pour vous. » Elle plia la serviette et la glissa dans la poche de son tablier. 3 semaines plus tard, un paquet arriva par la poste adressé à chez Beaumont, Louisiane. À l'intérieur se trouvaient 3 disques vinyles, Ray Charles, Muddy Waters et Johnny Hallyday lui-même, et un court billet, pour la table près de la porte. « Merci pour le gumbo et pour la leçon. » Céleste plaça les disques sur une étagère derrière le comptoir, entre une photographie de son père et un calendrier de 1962 qu'elle n'avait jamais retiré du mur, parce qu'elle aimait la photo du dessus. Elle ne raconta jamais l'histoire aux journaux, non pas parce qu'elle en avait honte, mais parce qu'elle considérait que c'était une haute histoire qui appartenait à ce restaurant, à ces murs, à cet après-midi d'août. Mais elle la raconta à ses enfants, et les enfants la racontèrent à leurs petits-enfants. Et chez Beaumont, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de la petite fille de Céleste, il y a une étagère avec 3 vieux disques vinyles et une serviette encadrée avec une phrase en français que la plupart des clients ne savent de pas lire, mais que tous savent être là pour une raison. La pancarte sur la porte disparut à un moment des années 1970. Personne dans la famille ne se souvient exactement quand. Ce dont ils se souviennent, c'est qu'un jour elle n'était tout simplement plus là, et personne ne la regretta. Le restaurant continua d'être ce qu'il avait toujours été. Un endroit où la nourriture était bonne, le service honnête et où les gens étaient traités avec la dignité que tout être humain mérite simplement pour exister. Johnny Hallyday est retourné en Louisiane plusieurs fois au cours de sa vie. S'il s'est de nouveau arrêté chez Beaumont, seule Céleste le savait, et elle a emporté ce secret avec elle quand Elsa est morte en 1989, avec les disques toujours sur l'étagère, la serviette toujours encadrée, et la recette du gumbo transmise à sa fille sur une feuille de cahier avec l'écriture fine et précise de celle qui sait que certaines choses doivent durer.